Le film commence dans un restaurant à Moscou. Un militaire de l'armée, Oleg est à un rendez-vous avec sa petite amie Alena, engageant une conversation coquette. Le couple, tout comme le reste du monde, vit une journée normale jusqu'à ce que tout à coup, les lumières commencent à clignoter partout. Un avion s'arrête de fonctionner en plein vol, tombant dans son destin suivi d'une panne d'électricité mondiale. Le monde entier, à l'exception de la région de Moscou, de certaines parties de la Biélorussie, de l'Ukraine et de la Finlande, est plongé dans l'obscurité. Les habitants des zones indemnes regardent les informations avec étonnement alors que le journaliste décrit la situation du reste du monde. La communication avec les pays touchés est interrompue, ne laissant aucun moyen immédiat de comprendre ce que vivent les habitants de ces régions. Les gens supposent qu'ils sont victimes d'une attaque terroriste, mais personne ne sait avec certitude ce qui a causé la panne. Finalement, la zone touchée est nommée la zone de quarantaine et les zones non touchées sont nommées cercle de la vie. Le gouvernement envoie plusieurs drones dans la zone de quarantaine mais ils disparaissent mystérieusement, ne leur laissant d'autre choix que d'envoyer l'armée pour enquêter. Dès qu'ils atterrissent, les soldats sont confrontés à une vérité terrifiante. Tout le monde du côté concerné est mort sur place dès que la panne s'est produite. Non seulement les humains, mais les animaux comme les poissons, les chats et même les papillons sont morts. Une équipe inspecte un appartement lorsque quelqu'un attaque un soldat. La personne s'enfuit après avoir sauté d'un grand immeuble. Cela signifie que tous les êtres vivants ne sont pas morts mais que l'attaque soudaine reste inexpliquée. Un mois passe de la même manière mais le gouvernement ne voit aucun progrès dans leurs recherches. Ils sont toujours inconscients de ce qui a causé la panne d'électricité et les décès. Tous les anciens soldats sont enrôlés dans les équipes de recherche, y compris le deuxième protagoniste Yuri. Il a pris une pause dans son travail pour s'occuper de sa mère atteinte de démence. Le lendemain, un nouveau lot de soldats arrive à leur poste. Le lieutenant Marina révèle que les rapports médico-légaux des cadavres de la zone de quarantaine viennent d'être publiés. Il dit que la cause du décès est un empoisonnement aux neurotoxines produit par le corps lui-même. Cela signifie que les gens ont été tués parce que quelque chose a poussé leur corps à produire anormalement la toxine. Oleg et sa petite amie Alena sont à leur poste et se préparent à se déployer dans une zone de quarantaine pour la recherche. Cependant, leur plan est interrompu par la soudaine sonnerie des alarmes. Le radar montre que quelque chose de massif arrive de la forêt. Les soldats n'ont aucune vue sur l'ennemi, alors ils décident de tirer dans des directions aléatoires. La scène passe au lendemain matin et nous voyons enfin le chaos en plein jour. Les assaillants étaient des ours sauvages qui ont tué et dévoré de nombreux soldats et ont fait des ravages sur la base. L'incident est dévastateur mais aussi étrange car les ours semblaient avoir attaqué stratégiquement. Dans une autre partie de la ville, un homme du nom de Sacha est hospitalisé. Depuis que la panne d'électricité s'est produite, quelque chose d'étrange est arrivé à Sacha alors qu'il voit des rêves vifs et entend des voix dans sa tête. Le lendemain de l'attaque, Sacha se sent mal à l'aise, presque comme s'il ressentait la peur des soldats lorsqu'il combattait les ours. Il est alors approché par un homme nommé Zenia qui prétend être son allié. Il révèle que de nombreuses personnes sont encore en vie dans les zones de quarantaine mais sont contrôlées par quelqu'un. Sacha est également connecté à leurs esprits car il était à la frontière du cercle de la vie lorsque la panne s'est produite. Cela explique ses rêves et aussi l'attaque de l'ours qui était un plan élaboré conçu par la personne qui contrôle tout. Zenia ne révèle pas comment il sait tout cela, ce qui fait paniquer Sacha. Il appelle les gardes mais découvre qu'il a parlé à Zenia dans son esprit et qu'il n'est pas physiquement présent dans la pièce. Pendant ce temps, dans la base militaire, plusieurs équipes de soldats partent pour différentes parties des zones de quarantaine pour leurs missions respectives. Quelques heures plus tard, la première équipe atteint une ville en quarantaine où l'avion s'est écrasé. À leur grande surprise, ils sont accueillis par les humains survivants qui sont maintenant une marionnette pour quelqu'un d'autre. Ils attendent avec des chars, des armes et des munitions, prêts à combattre les soldats. Le soldat Yuri et la deuxième équipe sont avec un journaliste de presse nommé Olia. Ils parviennent sains et saufs à une ville où ils doivent établir un camp d'observation pour les prochains jours. Pendant ce temps, Oleg est avec le groupe 3 entrant dans une ville appelée Kirov. Quelques jours passent et les soldats continuent de surveiller leurs zones respectives. Puis un jour, un homme nommé Aid s'approche de Sacha et se révèle être un extraterrestre humanoïde. Il veut utiliser les capacités psychiques de Sacha pour trouver l'auteur de la panne d'électricité qui n'est autre que Ra, le frère d'Ed. Le lieutenant attrape Ed et les arrête après avoir promis d'expliquer tout ce qu'il sait sur la panne d'électricité. Un peu plus tard, tout le monde est dans la salle d'interrogatoire, attendant qu'Ed parle.
Il commence par révéler que lui et son peuple sont originaires d'une planète dans une galaxie différente. Ils ne vieillissent jamais après un certain point et ne peuvent pas mourir de cause naturelle jusqu'à ce que quelqu'un les tue. Lorsque le soleil de leur planète est mort, ils ont dû déménager vers un meilleur avec un soleil plus jeune. Ils ont choisi la Terre et ont envoyé Ed et son frère Ra sur la planète pour la préparer au moment où tout le monde arrivera sur un plus gros navire. Il y a 200 000 ans, lorsqu'Ed et Ra sont venus sur Terre, les humains possédaient des pouvoirs psioniques et pouvaient utiliser la télépathie et la psychose. C'est ainsi qu'ils ont créé des pyramides et d'autres infrastructures inexpliquées du monde. De tels pouvoirs pourraient être un problème pour le genre des Ed quand ils sont venus sur Terre, alors Ra et Ed ont utilisé une arme biologique pour faire disparaître le pouvoir psionique des humains. C'était la première étape franchie pour rendre la Terre adaptée aux extraterrestres. Mais maintenant, Ra veut anéantir toute la race humaine pour que son peuple ait la planète pour lui tout seul. Il a provoqué la panne d'électricité et la mort de plusieurs personnes pour mettre son plan à exécution. Sa prochaine étape consiste à utiliser les humains survivants pour combattre les personnes à l'intérieur du cercle céleste, car il peut les contrôler facilement. Le lieutenant a du mal à le croire mais elle n'a aucune raison de se méfier de lui après ce qu'ils ont dû affronter le mois dernier. La partie la plus préoccupante est que les extraterrestres arrivent sur Terre dans 2 jours, ce qui signifie qu'ils n'ont que 48 heures pour vaincre Ra. Pendant que les officiels discutent de leur prochaine étape, Oleg et son groupe attrapent un enfant qui essaie de récupérer de la nourriture dans un magasin. Au début, ils se sentent sympathiques et l'aident mais ensuite, Ra prend le contrôle du garçon et le fait attaquer les soldats. Ils doivent l'abattre à contre-séure et signaler la situation au lieutenant. Cependant, ce n'est que le début du combat. Quand il fait noir, des milliers de marionnettes de Ra de la zone de quarantaine attaquent les 3 postes de l'armée, donnant lieu à une bataille pour la colonisation. Yuri et son équipe sont largement en infériorité numérique, alors ils envoient un signal de fusée éclairante à la base, demandant des renforts. Le commandant prépare les soldats quand soudain, le ciel s'illumine à cause des signaux de fusée éclairante venant de toutes les directions. L'intégralité des humains survivants a été en infériorité numérique, ce qui fait que leur perte semble proche. Maintenant, leur seul espoir est Ed et heureusement, il est prêt à aider. Il dit au lieutenant qu'ils doivent localiser Ra avec l'aide de Sacha. Ce n'est que lorsque son frère est arrêté que Ed peut contrôler les personnes qui attaquent les soldats. Le lieutenant amène Ed et son associé Xenia à la base militaire où ils doivent trouver Sacha et l'aider à localiser Ra. Pendant ce temps, l'équipe de Yuri est prise en embuscade au sol et ses camarades soldats sont tués les uns après les autres. Enfin, seuls 2 survivants restent, lui et Olia. Ils doivent trouver un autre groupe s'ils souhaitent rester en vie. Par conséquent, ils montent dans un véhicule et se dirigent vers l'équipe d'Oleg. Ailleurs, Ed aide Sacha à se concentrer afin qu'il puisse déterminer où se trouvera. Après avoir essayé pendant un moment, Sacha le voit enfin au sommet d'un gratte-ciel à Kirov, contrôlant les marionnettes humaines. Ed aide Sacha à se calmer et suggère qu'ils partent rapidement pour Kirov. C'est aussi l'endroit où Oleg est stationné et où Olia et Yuri se dirigent. Ed et l'équipe se préparent à partir lorsqu'ils sont informés que les marionnettes ont également attaqué le cercle de la vie. Ne perdant plus de temps, Ed, le lieutenant, et ses soldats partent pour Kirov. Sacha est prié de rester à la base car sa vie ne doit pas être mise en danger. En route pour Kirov, Ed révèle qu'il ne se soucie pas de la vie de Sacha. Il a demandé aux gars de rester en arrière parce que Ra pourrait suivre sa position, ce qui signifierait des problèmes pour eux tous. Comme il l'avait prédit, Ra trouve l'emplacement de Sacha, ce qui entraîne le lancement de plusieurs missiles à la base. Les soldats font de leur mieux pour riposter mais finalement, toute la base est détruite et tout le monde à l'intérieur est tué. Le lieutenant perd la raison et accuse Ed d'avoir tué son peuple. Ed, d'autre part, affirme que c'était la seule façon de fuir Ra sans qu'il se méfie. La mort des soldats était inévitable et franchement nécessaire pour sauver l'humanité. Le lendemain matin, Yuri et Olia trouvent l'équipe d'Oleg et un peu plus tard, le lieutenant et son groupe se joignent également. Les soldats apprennent tout sur Ed et l'attaque contre le cercle de la vie. Cela signifie qu'ils sont les seuls humains vivants sur Terre et qu'ils doivent arrêter Ra pour empêcher l'extinction de l'humanité. Ils ne perdent pas plus de temps avant de se diriger vers le gratte-ciel où se trouve le méchant. Mais sur le chemin, leurs chars sont attaqués par une foule massive de marionnettes humaines. Un homme saute sur un véhicule avec un explosif et lance la bataille. Les soldats restent à l'intérieur du char et tirent sur la foule devant eux. Ils ne s'arrêtent pas pour que l'ennemi n'ait pas la chance de grimper sur les chars et d'atteindre finalement le gratte-ciel.
le commandant et ses soldats décident de rester en bas du bâtiment pour dévier l'ennemi pendant que les autres montent à l'étage. Dans une confrontation finale, Yuri et Ed se retrouvent face à face avec Ra. Yuri court pour l'attaquer mais Ra est beaucoup plus fort. Il fait plutôt face à un meilleur adversaire, son frère Ed. Ils livrent une bataille intense, tous deux aussi bons l'un que l'autre. Pendant ce temps, le commandant a du mal à retenir les marionnettes. Lorsque la plupart de ses soldats sont morts, ils sont attaqués par un véhicule rempli d'explosifs. Il provoque une explosion entraînant la mort de tous les soldats. Les marionnettes sont maintenant libres d'entrer dans le bâtiment pour aider leur maître. Ra comprend ce qui se passe en bas, mais cela le distrait, donnant à Ed une chance de lancer une attaque fatale. Il arrache un appareil de la poitrine de Ra et y enfonce une grenade, tuant enfin son frère. Après sa mort, Ed prend le contrôle total des marionnettes et les tue immédiatement. Maintenant, les seuls humains vivants sont Yura, Oleg, le lieutenant, Olia, Alena et Xenia. Ils ne ressentent pas la joie de la victoire alors que des milliards de cadavres gisent tout autour. Ed révèle enfin que les humains sont des êtres irrationnels sans amour ni compassion. Même lorsqu'ils font preuve de miséricorde, ils choisiront un jour ou l'autre la voie de la violence. C'est pourquoi Ra voulait en finir avec eux en tant qu'espèce et assurer la sécurité de son peuple. Cependant Ed a un motif différent. Il veut être Dieu et aspire au pouvoir absolu. Il aurait pu avertir les gens il y a longtemps de la panne d'électricité, mais il n'est intervenu qu'après qu'elle se soit produite. C'est parce qu'il voulait que les humains meurent pour qu'ils connaissent son importance et le voient comme leur messie. Un lieutenant enragé le tient sous la menace d'une arme, l'accusant d'avoir tué des milliards juste pour son fantasme. Avant de tirer, Xenia court sur Ed avec un couteau. Ed se positionne loin d'eux, juste à temps pour que Xenia poignarde le lieutenant. Elle est tuée dans l'incident. Ed se transforme en père d'Oleg pour le confondre mais Xenia voit à travers son plan cette fois. Il le jette du toit, mourant avec lui à la chute. Maintenant, les seules personnes en vie sont Yuri, Oleg, Olia et Alena blessés. Tout se tait alors qu'ils regardent un vaisseau spatial extraterrestre atterrir sur Terre. La porte du navire s'ouvre et ils attendent patiemment les envahisseurs mais à leur grande surprise, personne ne sort. Ils décident d'aller à l'intérieur d'eux-mêmes et trouvent des milliers d'extraterrestres dormant dans des cryocapsules. Ils sont sur le point de se réveiller dans quelques minutes alors le groupe commence à détruire leurs réserves d'oxygène pour les tuer enfin. Cependant, lorsqu'ils arrivent à la section des enfants, ils ne peuvent pas se résoudre à tuer les enfants innocents. Dans la dernière scène, des centaines d'enfants extraterrestres sortent de la capsule, prêts à explorer leur nouvelle maison. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et aimez la vidéo pour aider ma chaîne. Merci d'avoir regardé.